Bonjour, donc, je suis Lima Nombril. Nombril, c'est un jeu de mots un peu pourri qui en dit long sur mon sens de l'humour. Vous m'avez peut-être vu dans une vidéo qui présentait Toulouse, ou vous avez peut-être tombé sur ma chaîne YouTube C'est une autre histoire, qui est une chaîne qui parle d'histoire. Mais si vous ne connaissez pas, c'est complètement normal parce que c'est une petite chaîne qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que sur YouTube, il faut avoir au moins 100 000 abonnés pour peser dans le game. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ont plus de 50 ans, donc peser dans le game, ça veut dire avoir une autorité. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai les mots difficiles. Ouais, c'est pas top comme blague, ça. C'est un peu Kev Adams de clasher les générations comme ça. Alors qu'en plus, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet universel, c'est un sujet qui rassemble l'Antiquité. Hein? Non, vous ne vous sentez pas universellement rassemblés quand je vous parle de l'Antiquité? Mais attendez, l'Antiquité, c'est un sujet extrêmement moderne. C'est une référence qui traverse l'histoire et les générations et qui, encore aujourd'hui, est partout autour de vous. L'Antiquité, elle est immortelle. Ouais, j'en fais un peu des caisses, mais c'est une déformation professionnelle parce que je suis doctorante en histoire et mon taf, c'est de chercher comment l'Antiquité est utilisée et réappropriée dans d'autres époques de l'histoire. Ça s'appelle la réception de l'Antiquité, c'est une discipline historique, une discipline de l'histoire, donc comment on reçoit l'Antiquité. Et du coup, je suis bien placée pour vous dire que l'Antiquité est immortelle. Par exemple, je vous donne des exemples de références que vous avez autour de vous, encore aujourd'hui, de l'Antiquité. Par exemple, si je vous dis la tour Montparnasse, le Montparnasse, dans la mythologie, c'est la montagne très haute sur laquelle vivent les muses, par exemple. Ou encore, quand vous croisez votre sosie dans la rue, sosie, c'est un personnage d'une pièce antique qui se fait piquer son apparence par un dieu. Vous voyez, donc l'Antiquité, elle est tout le temps autour de vous, même là où vous y attendez pas. Alors pourquoi l'Antiquité est-elle immortelle? Eh bien, notamment, pas que, mais notamment grâce à la mythologie. Parce que la mythologie, c'est un vivier de héros, de combats épiques, de dilemmes, d'histoires d'amour, autant d'ingrédients qui font que, quelles que soient les époques, l'Antiquité est appréciée et réutilisée. Alors certes, pas toujours de la même façon, bien sûr, mais donc voilà, c'est entre autres la mythologie qui fait l'immortalité de l'Antiquité. Du coup, pour s'en rendre compte, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps et de remonter à la Renaissance pour parler d'un tableau avec un sujet mythologique. Donc il s'agit d'un tableau du Titien qui a été peint entre 1520 et 1523 et qui représente l'épisode de Bacchus et Ariane. Et donc ça va être l'occasion pour nous de raconter une histoire, puisque c'est ça la mythologie, raconter des histoires. Alors cette histoire est sympathique. Donc Ariane, vous la voyez ici tout à gauche. Ariane, normalement, c'est la nana de Thésée. Thésée, vous voyez le Minotaure, tout ça? Ouais, le Minotaure, c'est une bestiole dégueu avec une tête de taureau et un corps d'homme, qui est comme ça parce que sa mère voulait voir ce que ça faisait de se faire prendre par un taureau. Non, mais chacun son truc après. Et le Minotaure est enfermé dans un labyrinthe en Crète, donc chez le roi Minos. Et donc Thésée, le héros de service, passe par là, réussit à tuer le Minotaure avec l'aide d'Ariane, donc la fille du roi Minos, et décide d'embarquer Ariane pour l'épouser. Sauf qu'en chemin, il change d'avis et il la largue sur l'île de Naxos. Et c'est là que se passe notre tableau, donc on est sur l'île de Naxos. Ariane vient de se faire larguer par Thésée et va surgir Bacchus, qui va flasher sur Ariane. Donc Bacchus, c'est le nom latin. Quand j'utiliserai des références latines, j'utiliserai les mots latins. Les Grecs disent plutôt Dionysos, donc quand j'utiliserai des références grecques, je prendrai les noms grecs, mais vous avez compris que je parle des mêmes figures. Ici, je vais dire Bacchus, tout simplement parce que c'est le nom qu'a choisi d'utiliser le Titien. Donc Bacchus, c'est le dieu du vin, ça vous le savez, oui. Mais pas que. Bacchus, c'est aussi une figure ambiguë, duel. C'est le dieu qui permet à la fois l'extase et la béatitude, mais aussi la furie destructrice et aveugle. Bacchus, c'est un dieu qui crèche pas avec les bourges de l'Olympe là-haut, c'est un dieu qui court dans la forêt avec toute sa suite, avec tout un cortège qu'on appelle la Thiase, qui est composé d'animaux fantastiques, on va y revenir, de créatures étranges. Donc Bacchus, c'est le dieu qui surgit avec sa suite et qui fout le bordel. Donc là, c'est bien ce qu'on voit sur le tableau. On voit que Ariane est plutôt terrorisée, en tout cas elle est prise par surprise, à moins qu'elle soit en train de mettre discrètement sa culotte, mais je pense que clairement elle a peur de Bacchus, on dirait qu'il va lui sauter dessus et la bouffer toute crue. Parce que ça, c'est un truc par exemple qui existait dans les cultes dionysiaques, paraît-il, manger de la chair crue, mais pas genre des sushis, plutôt des cerfs que tu viens de buter à main nue. Donc on peut comprendre que Ariane avait un peu les miquettes en voyant surgir Bacchus et sa suite. Regardez, il se balade avec des bouts d'animaux, ici on a une patte, ici en bas vous voyez pas très bien, mais il y a une tête qui est tirée par un petit enfant satyre qui a l'air tout content, par ailleurs. Ah oui, les satyres, j'ai pas expliqué. Alors les satyres, ce sont des êtres mi-homme, mi-bouc. Donc là vous en voyez trois, donc là on voit un peu les pattes. Ici lui il a des cornes, bon vous voyez pas bien mais je vous décris. Ici les poils.
Donc voilà, les satyres ils font partie du cortège de Bacchus. Dans le cortège de Bacchus, on a aussi les Bacchantes qui sont ces femmes plutôt dévêtues, qui dansent et qui communient avec la nature. Donc oui, des espèces de hippies antiques si vous voulez. Enfin, sauf que des fois elles pètent des câbles et elles déchiquettent avec des hommes à main nue, là c'est un peu moins hippie. On a aussi des animaux sauvages, comme par exemple les guépards ici. Et le Titien a choisi de représenter aussi un personnage très important du cortège de Bacchus. Il s'agit de Silène, que vous voyez au fond, vous devinez au fond, qui est juché sur son âne. Silène, c'est aussi un satyre, c'est le gros plein de soupe, vieux, moche, ivrogne, tout bourré et tout le temps avachi sur son âne. Et bien Silène, c'était la nourrice de Bacchus dans son enfance. Hein, une nourrice qui pue le bout, qui est complètement bourrée, best nourrice. Donc, je pense que je vous ai pas mal décrit la scène. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer, bien sûr. Eh bien, Bacchus va demander Arième en mariage. Et attention, poétique lover, level expert, il va même lui proposer de lui dédicacer une constellation dans le ciel. C'est la constellation de la couronne boréale qui crée en jetant sa couronne dans le ciel. Et le Titien a décidé de nous la représenter déjà présente dans cette scène au moment où les amoureux se rencontrent. On la voit là. Voilà, donc un exemple de tableau qui montre que les sujets mythologiques sont prisés des peintres de la Renaissance. Donc, il n'y en a vu qu'un exemple, ça suffit pas à prouver, mais faites-moi confiance. Et je vous propose d'avancer un peu dans le temps pour arriver au 19e siècle avec un autre exemple de tableau qui cette fois fait un usage différent de l'Antiquité, c'est un usage politique. Vous avez devant vous le plafond du salon de l'empereur à l'hôtel de ville de Paris. Ça claque, hein. Ah bah c'est sûr, hein, c'est pas un poster Ikea. Hein. Non mais quand même, hein, ça a fait l'exposition universelle de 1855, ça quand même. Hein. Enfin pas exactement ça, parce que ça c'est l'esquisse du tableau, c'est tout ce qui reste, parce que le plafond lui-même, il a cramé pendant la Commune, mais aussi les gens sont un peu tatillons avec les images des régimes précédents. Donc oui c'est sûr, après c'est sûr, hein, c'est de la peinture académique, hein, c'est lourd, hein, Cabasson, le peintre, hein, c'était un pur produit des beaux-arts. Donc oui voilà, c'est un peu lourd, mais encore une fois c'est pas un poster pour les chiottes. Hein. Donc je vais vous faire les présentations. Donc vous voyez sur le tableau, au centre ici, un char qui est guidé par deux divinités tirées de la mythologie grecque. Le monsieur ici qui ressemble au chaînon manquant, ce n'est autre que Héraclès. Héraclès, vous connaissez les 12 travaux, tout ça. Hein. Donc Héraclès, on le reconnaît à sa massue et à sa peau de lion, qui était le lion de Némée, qu'il avait étranglé à main nue. C'est dire la finesse du personnage. Donc Héraclès, sans surprise, c'est un symbole de force et de puissance. C'est aussi un symbole du peuple, hein, le gros balourd qui aime la picole et la castagne, c'est un symbole du peuple, c'est rigolo. Et ici, de ce côté, on a Athéna. Athéna, c'est la grande déesse de la sagesse et de la guerre. Alors oui, dans l'Antiquité, on peut associer sagesse et guerre, parce que Athéna, c'est la guerre tactique, réfléchie, vous voyez, hein, celle qui apporte la victoire et la grandeur aux cités. Hein, Athéna, c'est un peu une sorte de Yoda, hein, sauf pour l'âge et la couleur. Mais donc le sage qui apporte des conseils aux héros et qui est aussi un redoutable guerrier. Donc Athéna, on la reconnaît à son armure, etc. Donc ici, symbole de sagesse. En dessous du char, on a trois divinités qui se la coulent douce au milieu de plein de petits amours, hein, c'est ces petits bébés cadom là. Donc on a l'abondance, Hermès et Déméter. Donc l'abondance, bon, c'est l'allégorie de l'abondance. On la reconnaît à sa corne d'abondance, qui est cette corne tout le temps pleine de trucs qui ne se vide jamais, contrairement aux batteries d'iPhone. Ici, au milieu, nous avons Hermès, rien à voir avec les carrés. Donc Hermès, c'est le messager des dieux. On le reconnaît à son casque ailé et à son caducée, ce bâton enroulé de serpents. Hermès, c'est entre autres le dieu des commerçants et des voleurs. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. À droite, on a Déméter. Déméter, c'est la déesse de l'agriculture, donc qui apporte l'abondance des récoltes, etc., qu'on reconnaît au foin là, et à la faux, juste ici, qui était peut-être un peu en vacances ces derniers temps, étant donné le nombre de tracteurs qu'on a eu sur les autoroutes. Si vous voulez bien, on va regarder les trois du fond ici. Donc on a déjà une figure assise là au milieu, qui n'est autre que Thémis. Thémis, c'est la déesse de la justice, qu'on reconnaît à sa balance pour peser le pour et le contre, et à son épée pour trancher, hein, c'est mieux qu'une petite cuillère. Et du coup, elle est assise sur un lion pour montrer voilà, qu'elle peut dompter la force bestiale, quelque chose comme ça. Ici, on a une figure qui tient les tables de la loi, qui n'est autre que la loi. Et ici, on a une figure pas tellement identifiée, qui est peut-être l'autorité, quelque chose comme ça. Devant, un autre fameux trio, non pas Riri, Fifi et Loulou, mais la peinture, la sculpture et l'architecture, qu'on reconnaît chacune avec leurs attributs caractéristiques, style palette, plan, compas, etc. Ensuite, là-haut, celle qui fait du bruit dans ses trompettes,
c'est la renommée. Hein. Et oui, on ne dit pas le triangle de la renommée, hein, imaginez. Ça marche pas. Et ici, de ce côté, on a le génie de la victoire qui tient une couronne de laurier, symbole de victoire, et un rameau d'olivier, symbole de paix. Donc là-haut, un peu hein, le secteur success bling bling de l'allégorie. Ensuite, alors vous allez me dire, mais qui se tient sur ce char, bon sang, bon sang? Eh bien oui, ici, au milieu sur le char, nous avons la France, avec son drapeau tricolore. Hein, voilà. Donc j'ai fait le tour. Ah oui, non, oui, lui. Donc, mesdames et messieurs, au milieu d'Héraclès, Athéna, Hermès, Déméter et compagnie, je vous présente Napoléon III. Cherchez l'intrus, Julian Christ. Donc Napoléon III, car ce tableau s'intitule L'apothéose de Napoléon III. L'apothéose, c'est quand on est un mortel admis parmi les immortels, hein, donc divinisé, hein, donc Napoléon III dans toute sa modestie. Napoléon III qui est le neveu de Napoléon Ier, hein, vous n'êtes pas sans savoir, et qui a tendance à imiter un peu Tonton. Et d'ailleurs il est là Tonton, regardez, il est là dans le ciel, hein, vu qu'il est mort, avec son chapeau comme ça, qui donne sa bénédiction, vas-y mon kiki. Et on a d'ailleurs dans le tableau plein de symboles impériaux, ici les armes de l'Empire, ici l'aigle impérial, ici une urne de vote, parce que Napoléon III, c'était son truc, les référendums. Hein, c'est comme ça, par exemple, qu'il a légitimé son coup d'État pour fonder le Second Empire. Hein, mais ça aussi, les coups d'État, c'était un truc de famille chez Bonaparte. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les personnages, je pense que l'allégorie est plus limpide. Donc c'est Napoléon III sur son char victorieux et couronné de renommée et de gloire, épaulé par la France qu'il a choisie, guidé par la force et la sagesse, apportant les arts ainsi que la loi et la justice, ainsi que l'abondance du commerce et de l'agriculture sur les pas de Tonton. Voilà, donc ce tableau, c'est un exemple d'un usage vraiment politique de l'Antiquité, hein, avec une fin plus ou moins de propagande, avec des personnages qui portent des valeurs, des symboles, pour faire passer un message. D'ailleurs, il date de très peu de temps après l'avènement de l'Empire, donc c'est pas une coïncidence. Donc on a vu deux exemples de tableaux avec des usages complètement différents, donc un politique et un plus pour raconter une histoire aux spectateurs. Et du coup, je vous propose de terminer notre balade dans le temps, dans le présent, avec deux exemples complètement différents que j'ai pris qui viennent de deux choses complètement différentes, justement pour vous montrer à quel point l'Antiquité est partout. Le premier exemple, c'est le logo de l'Université fédérale de Toulouse, donc un exemple local et institutionnel, qui a récemment changé, enfin en octobre 2014 il a changé, et c'est maintenant une Athéna. Alors pourquoi Athéna? Je vous ai dit, Athéna, c'est la déesse qui incarne la connaissance, la sagesse, le savoir, etc. Donc ça colle bien pour représenter les universités. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment les institutions s'approprient sa figure aussi. Donc, par exemple, à l'occasion de la création du logo, le président de l'université, Jean Jaurès, avait dit, Monsieur Minoès avait associé Athéna à la République. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'Athéna, la République, c'est pas forcément quelque chose qui nous vient directement à l'esprit, mais effectivement, au XIXe siècle, c'était une association qui pouvait se faire, et par exemple, à l'époque, on a créé la figure de Marianne, on pouvait avoir des Mariannes casquées, habillées en Athéna, avant que ce soit le bonnet phrygien qui s'impose. Monsieur Minoès avait associé Athéna à la République aussi pour dire qu'il trouvait que c'était une figure adéquate pour représenter, je cite, les valeurs du service public, et il trouvait qu'Athéna était une figure adéquate pour représenter les valeurs du service public, parce qu'elle incarnait aussi des concepts, je cite toujours, tels que la beauté, le bonheur, la liberté, ainsi que la sagesse, la stratégie, l'intelligence et la paix. Donc c'était les notions qu'il avait associées au service public et à Athéna, à la figure d'Athéna. Et du coup, c'est intéressant d'analyser ça. Je vais à peine nuancer un peu. Par exemple, la beauté et le bonheur, dans l'Antiquité, effectivement, on dit qu'Athéna est très belle, elle est désirable et désirée, etc. Mais après, au fil du temps, dans sa réception, beauté et bonheur, c'est pas tellement des notions qu'on associe à Athéna, c'est plutôt des notions qu'on associe à Aphrodite. Et du coup, c'est très intéressant de voir que l'institution se réapproprie les figures pour lui faire porter des valeurs qui sont les siennes, pour lui donner un sens nouveau, pour lui faire porter un discours, etc. Et enfin, mon dernier exemple actuel est tiré de la culture populaire, et il est tout autre, comme vous allez voir, il s'agit de Booba. Oui, alors, Booba, alors pour les plus de 50 ans, Booba, c'est un rappeur, un peu style... Non, mais vous avez pas envie de savoir en fait. Non, mais restez sur les rappeurs de votre jeunesse, hein, restez sur Grandmaster Flash, hein, c'est beaucoup mieux. Et les moins de 20 ans, vous me ferez plaisir d'aller piquer les albums de Grandmaster Flash à vos parents et vos grands-parents. Donc Booba, trésor de la chanson française, a intitulé son dernier album Nero Nemesis, un titre
à consonance antique qu'on va analyser ensemble. Nero, ça aurait pu être le latin pour Néron, l'empereur un peu mégalo qui aurait pu un peu coller à la personnalité de Booba, mais ici c'est pas ça, pour le coup c'est l'adjectif italien noir, et Némésis par contre c'est la déesse grecque de la vengeance divine. Donc on aurait pu avoir un titre qui exprimait quelque part une certaine noirceur, une envie de vengeance, de revanche, etc. Sauf que c'est pas ça, parce que Booba a choisi ce nom parce que c'est la couleur d'une Lamborghini. Hein, dans le catalogue des voitures Lamborghini, vous pouvez demander la couleur Nero Nemesis. Hein, c'est une espèce de noire vengeance, une espèce de noir mat. Donc c'est après que Booba a choisi ce titre que quelqu'un lui a dit hey, tu sais, Nemesis c'est la déesse grecque de la vengeance, et apparemment il leur a dit que ça collait bien à son projet. Donc ça tournait bien. Et les producteurs, ou je sais pas qui design les pochettes d'albums, ont rebondi là-dessus et ont utilisé la référence à l'Antiquité, puisqu'ils ont conçu une pochette, que je ne peux pas vous montrer pour des raisons de droit, mais ils ont conçu une pochette avec une sculpture de lion, plus ou moins assyrien, un peu à l'antique comme ça, avec des ailes. Donc il y a des gens qui ont rebondi sur cette idée de l'Antiquité, même si c'était probablement pas Booba. Donc voilà, cet exemple, il est intéressant pour vous montrer tout simplement que l'Antiquité, encore aujourd'hui, elle peut s'insinuer parfois de façon subtile dans notre quotidien, sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on la maîtrise ou qu'on en ait tout à fait conscience. Heureusement par ailleurs que c'était pas la couleur Nero Uranos, parce que Uranos c'est un dieu qui s'est fait castrer par son fils, ça aurait été moins sympa. Voilà, donc j'espère qu'avec ces quelques exemples, j'ai pu vous montrer que l'Antiquité est immortelle. Elle continue encore aujourd'hui de s'insinuer parfois de manière subtile dans nos références, sans forcément qu'on le sache, et que pour nous, historiens qui travaillons sur la réception de l'Antiquité, il y a du boulot pour longtemps parce qu'elle n'est pas prête de s'éteindre, parce que c'est une référence qui nous parle, qui nous raconte des histoires, qui porte des valeurs, etc. Merci.